Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. 8h31 sur Studio Kalita, l'heure, notre rendez-vous historique avec une personnalité. Tout à fait, aujourd'hui j'aimerais vous parler du James Bond israélien. Dans chaque film hollywoodien, on voit l'israélien... Voilà, on voit l'Israélien qui est à la tête d'une opération du Mossad, qui va réaliser, comment on appelle ça, un assassinat ciblé. Eh bien, en fait, tous ces personnages essayaient de représenter une véritable personne qui était Michael Harari, qui est donc décédé un 21 septembre en 2014, il y a 4 ans. Donc c'est l'occasion de parler de lui et de parler de ce qu'il a fait pour Israël, parce que c'était quand même assez impressionnant. Alors il faut dire qu'il est né à Yafo en février 1927. Il vient d'une famille... il parle beaucoup de langues, puisqu'il grandit dans une famille Harari, ça doit vous dire quelque chose. C'est des Égyptiens en général. Ou des Égyptiens ou des Syriens, mais bon, donc il parle l'arabe, il parle le français, il parle l'hébreu, il parle l'anglais et il parle l'espagnol, donc il parle beaucoup de langues. Mais c'est quand il a 16 ans qu'il va s'engager dans les rangs du Palmar. Il va donc dès 1943 être au Palmar. Après la Shoah, à partir de 1946, il va se trouver en Europe, puisqu'il parle plusieurs langues, afin de permettre la préparation de l'immigration clandestine des Juifs européens. Il fait partie d'une unité un petit peu particulière qui s'appelle l'unité Guidon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les Guidonymes étaient les personnes qui étaient qui avaient été formées en fait à transmettre à de la transmission radio. Donc il était lui sur place en Europe et donc il transmettait des messages radio, donc il était déjà dans un côté un petit peu secret, on va dire ça comme ça. Donc il s'occupait de toutes les transmissions radio, de tout ce qui touchait à l'immigration des Juifs européens. Donc il va vivre pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs séjours à Marseille, et c'est là qu'il va organiser le voyage de plusieurs milliers de rescapés des camps de déplacement ou de rescapés vers la Palestine mandataire de l'époque. Il faut dire qu'il va être arrêté, bien entendu, à plusieurs reprises par les autorités britanniques. Et en 1948, au moment de la proclamation de l'État d'Israël, on lui propose tout d'abord d'être en charge de la protection de l'aéroport de Lod. Oui. Et puis tout de suite après, on va lui demander en fait d'intégrer le Mossad, donc ce service secret israélien qui vient d'être créé. Et très rapidement, il va progresser dans la hiérarchie de l'organisme. Au départ, il est chargé du recrutement, des nouvelles recrues, donc. Et puis rapidement, on va le mettre à la tête des opérations. Il va être à la tête du département Césarée. Keisaria. Alors le département Keisaria, c'est lui qui organise les opérations. Et dans ce département Keisaria, il y a un sous-département qui s'appelle le département Kidron. Alors le département Kidron, c'est une plus petite unité. Et là, ce sont des agents à qui on apprend à utiliser des armes et à utiliser des armes pour faire des assassinats ciblés. Donc lui, il va être extrêmement impliqué et à la tête du département Keisaria et bien entendu à la tête de Kidron en même temps. Alors, on sait des opérations ou c'est encore secret? Alors, je vais y arriver dans quelques instants, mais il faut dire qu'il avait une particularité, et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été à la tête d'autant d'opérations, dont je vais vous dire dans un instant. Oui. Il était plein de créativité. Alors, il y avait un journaliste qui avait l'habitude de dire de lui que si on l'avait chassé par la porte, il allait revenir par la fenêtre. Voilà. C'était à peu près ça son rôle. Alors, bien entendu, il va être investi dans la capture d'Eichmann. Donc la capture d'Eichmann, qui est quand même peut-être la plus grande opération qui touche aux anciens nazis. Alors, il faut rappeler quelque chose quand même, c'est que l'État d'Israël à sa création n'a pas énormément de moyens et ces moyens, les utilise surtout pour une survie. Alors la survie, en 48, ce ne sont plus les nazis, mais ce sont surtout les pays arabes qui nous entourent. Donc les Israéliens vont se concentrer sur les pays arabes. De temps en temps, ils vont, tuer des nazis. Ce sont des anciens nazis qui se sont, eux, réfugiés dans les pays arabes et qui aident, en fait, ces pays à attaquer Israël. Mais la plupart du temps, on n'a pas le temps ni les moyens de s'occuper d'autre chose. Et Eichmann, ça va être la capture et le procès d'Eichmann. Ensuite, ça va être un cas un petit peu inédit, j'ai envie de dire, par rapport au reste des opérations du Mossad. Et c'est seulement en 77, quand Menachem Begin va être élu. Alors, une des premières questions qu'il va poser en 77 au chef du Mossad de l'époque, il dit: où en êtes-vous de la chasse des nazis?
Et le directeur du Mossad va lui dire on est en pause depuis 61, depuis qu'on a ramené Eichmann, on n'a pas fait grand-chose. Et donc à ce moment-là, on va avoir à nouveau une petite chasse aux nazis qui va être organisée, mais ce sera moins important. D'accord. Et puis on est en 77, ça fait déjà très longtemps. Mais revenons à Mike Hariri. Donc il va faire partie donc de cette opération pour récupérer Eichmann. Et puis surtout, en 72, il est chargé par Golda Meir de s'occuper de l'opération Za'am Ha'el, donc la colère de Dieu, qui en fait cherche à éliminer tous les terroristes qui ont participé à l'assassinat, au massacre des Jeux Olympiques de Munich. Oui. Donc, il va faire partie il va gérer cette opération. À nouveau, c'est l'unité Kidon qui va s'occuper de faire cette opération. Dès octobre 1972, on a une liste d'une dizaine de Palestiniens et ils vont être tués dans plusieurs villes dans le monde, à Rome, à Chypre, à Athènes, à Paris, et ça va à moitié s'arrêter entre guillemets au moment de l'affaire de Hassan Salamé. Je ne sais pas si ça vous dit, ça vous rappelle cette histoire, l'histoire de Lillehammer en Norvège, où les membres du Mossad sont persuadés qu'ils ont trouvé Hassan Salamé, qui est un terroriste très proche de Yasser Arafat, et en fait c'était quelqu'un qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, et donc à ce moment-là ils vont se tromper en fait de cible. Mike Hariri va tout de suite petite crise diplomatique, ça va durer 1 an et puis ça va se calmer. Mike Hariri va donner sa démission. Bien entendu, le Mossad ne va pas accepter sa démission, va demander à ce qu'il reste, et puis il va à nouveau être très présent. Il va énormément aider à l'opération de Entebbe, puisque au moment de l'opération Entebbe, il est dans tout. Il est partout. Alors, au lieu d'être avec les Israéliens sur place, il va arriver quelques jours à l'avance. Il va se faire passer pour un homme d'affaires italien qui arrive en Ouganda au même moment, quelques heures après que l'avion ait été détourné. Et quand il va arriver en Ouganda, il va récupérer énormément d'informations qui vont être vitales sur l'aéroport. La personne qui va l'envoyer, ce sera Yoni Netanyahu, ce sera le Yoni Netanyahu, et donc c'est là où il va donc glaner des informations qui vont être très importantes pour l'opération qui va suivre quelques heures plus tard. Et vers la fin de sa vie, il va être aussi extrêmement présent en Amérique centrale, où il va représenter le Mossad en Amérique centrale. Il va aussi aider, il était connu pour avoir été très proche de plusieurs dictateurs sud-américains pour les aider bien à organiser leurs services secrets, mais ça c'était quand il était déjà plus au Mossad. Il est décédé en 2014, donc en septembre 2014, et juste avant sa mort, donc il a pris sa retraite en 80, en avril 2014, il y a une biographie autorisée qui paraît, et dans cette biographie on affiche une vingtaine d'assassinats ciblés à son actif. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est le James Bond israélien dont je voulais vous parler ce matin. Mike Hariri, voilà, exactement. Merci beaucoup, Eliana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et Chag Sameach. Chag Sameach, mais on va se revoir pendant le Chag. Si Dieu veut. 8h40 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.